Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la vraie définition de la vitesse et de l'accélération. Et donc pour ça, on va revenir un petit peu en arrière. Donc quand on commence à parler de vitesse, quand on est petit, on nous dit que la vitesse, c'est la distance sur le temps. Ça, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle une vitesse moyenne, c'est-à-dire qu'on va avoir un objet qui va parcourir une certaine distance entre un point de départ et un point d'arrivée, qu'on note petit d, et il va parcourir cette distance en une certaine durée, qu'on note petit t, et la vitesse, on dit que c'est le rapport entre la distance parcourue et le temps nécessaire pour parcourir cette distance. Et donc là, ça donne une idée de la vitesse lors du mouvement dans sa globalité. On n'a pas le détail de ce qui se passe à l'intérieur du mouvement, donc l'intérieur, c'est-à-dire entre le point de départ et le point d'arrivée. On sait juste que globalement, si on considère le tout dans sa globalité, eh bien, on a une vitesse petit v qui est égale à d sur t. Mais l'une des limites de cette définition, c'est que on a une valeur pour l'ensemble d'un mouvement. Alors que pendant le déplacement de l'objet, l'objet il a pu augmenter sa vitesse, il a pu la diminuer. Sa vitesse n'a aucune raison d'être constante. Dans certains cas, elle le sera, ou à peu près, mais dans un certain nombre de cas, elle ne le sera pas. Et la vitesse moyenne, v est égale à d sur t, ça ne permet pas d'avoir une idée des variations de vitesse entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc, une solution possible, on a commencé à en parler dans les précédentes vidéos, c'est de faire un suivi de la position à différents instants, c'est-à-dire multiplier le nombre de positions auxquelles on a accès. Donc ça peut se faire avec la chronophotographie, vous pouvez aller voir les vidéos correspondantes si vous souhaitez plus d'informations. Donc l'idée de la chronophotographie, c'est de regarder ce qui se passe à plusieurs temps, donc pas seulement au début et à la fin, mais de prendre des positions intermédiaires. Et à partir de ça, donc on va avoir une position M1 par exemple, M2, M3, M4, et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée. Et ensuite, plutôt que de déterminer une vitesse sur l'ensemble du déplacement, on peut déterminer des vitesses sur chacune des portions. Puisque là, ici, donc le principe de la photographie, de la chronophotographie, pardon, c'est de prendre des photos à des intervalles de temps constants. C'est-à-dire que là, entre M1 et M2 et entre M2 et M3, il s'est passé la même durée. Et pareil, entre M3 et M4 et ainsi de suite. Là, ce qu'on constate sur sur ce dessin, c'est que là, la distance entre M1 et M2, elle est plus petite que entre M2 et M3. Pourtant, la durée entre les trois photos est la même. Ce qui veut dire que entre M2 et M3, la vitesse du système était plus grande que la vitesse entre M1 et M2, puisque l'objet a parcouru une distance plus grande, en la même durée. Et c'est le cas aussi entre M3 et M4, on constate que la vitesse augmente, et à la fin, elle diminue. Et donc, on peut définir ce qu'on appelle la vitesse instantanée, c'est-à-dire que plutôt que de déterminer la vitesse sur l'ensemble du trajet, on va prendre la vitesse simplement, si on souhaite la vitesse au niveau du point M3 par exemple, on va uniquement considérer ce qui s'est passé entre M2 et M4, donc la position précédente et la position suivante. Et on aboutit donc à cette formule mi-1, mi plus 1, donc la distance entre le point d'avant et le point d'après, divisé par 2 fois la durée entre deux photos. Puisque pour passer de M2 à M3, c'est 1 delta t, si on appelle delta t la durée entre deux photos consécutives, et entre M2 et M4, il s'est passé 2 delta t. Donc on récupère cette définition donc qui est ce qu'on appelle la vitesse instantanée. Par contre, ça résout rien du tout en fait. On croit qu'on a résolu une partie du problème, mais c'est pas le cas, parce que si on prend par exemple ce qui se passe entre M3 et M4 pour calculer ce qu'on appelle une vitesse instantanée, eh bien si on zoomait cette partie-là, eh bien on aurait un point M3 ici, un point M4 là, et en fait on retomberait dans le même problème qu'au début. Puisque là on a un point au début, un point à la fin, et on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. Donc on n'a rien résolu du tout, en passant de la vitesse moyenne à la vitesse instantanée.
Alors je suis un peu dur quand je dis qu'on n'a rien résolu du tout, parce que bon, on est quand même passé de une seule valeur de vitesse à plusieurs valeurs de vitesse. Donc on a augmenté la quantité d'informations à notre disposition, donc c'est déjà une bonne chose, mais c'est pas très satisfaisant comme solution. Donc une solution qui paraît assez naturelle, c'est de se dire bon, bah, on va faire exactement ce qu'on a fait pour ce qui se passait entre M1 et M7, et on va le faire entre M3 et M4. Et puis donc en fait, on va prendre des photos supplémentaires, et comme ça, on saura ce qui se passe un peu plus en détail. Mais le problème, c'est qu'en fait, on résout toujours rien du tout, parce que bah là, on peut refaire la même chose. Si on rezoome sur uniquement cette partie-là, mais on va retomber sur le même problème qu'initialement. Donc on peut se dire, bon, bah, on va prendre encore plus de points. Donc on va en prendre le plus possible. Mais alors déjà, c'est pas faisable dans la pratique, parce qu'on peut pas prendre des photos à un intervalle de temps infiniment petit. Et puis même si on y arrivait, on serait très rapidement limité par la mémoire de l'appareil photo qu'on utilise pour ces expériences de chronophotographie. Mais on va quand même se dire qu'on le fait, qu'on est capable de prendre des photos aussi rapprochées dans le temps que l'on veut. Et donc finalement, on peut dire que la vitesse, pour déterminer la vitesse, on va prendre deux positions proches, regarder la différence entre ces deux positions, et puis la diviser par la durée qui s'est écoulée entre les deux positions. Donc c'est un peu la même formule qui est ici. Sauf que là, le delta t, on a envie qu'il soit très petit, mais il va être limité à la fois par la quantité de mémoire allouée à l'acquisition, et puis aux propriétés de l'appareil photo qui est utilisé. Donc il ne pourra pas être infiniment proche de zéro, mais d'un point de vue théorique, c'est ce à quoi on aimerait arriver. Et donc pour indiquer en physique que des choses sont infiniment proches de zéro, on utilise des notations avec des petits d. Donc là, dt, ça veut dire que c'est une durée infiniment petite. Et une fois qu'on a écrit ça, on se rend compte qu'on a en fait affaire à des histoires de dérivées. Puisque si on fait le parallèle avec le cours de maths, vous avez vu que le nombre dérivé d'une fonction en un point A, c'est la limite du taux d'accroissement de cette fonction au point A quand h tend vers 0. Donc c'est la limite de f de a plus h moins f de a sur h. Et donc maintenant, vous pouvez voir que les deux formules sont très similaires. C'est pas les mêmes notations, mais fondamentalement, c'est la même chose. On a une différence entre deux positions ou deux valeurs qui sont proches dans le temps ou par rapport à la variable qu'on utilise, divisé par l'écart entre les deux positions. Et là, ici, on n'est pas obligé de rajouter la limite quand h tend vers 0 ou quand quelque chose tend vers 0, puisque l'utilisation de la notation avec un petit d, ça sous-entend déjà que dt est infiniment proche de 0. Et donc ici, en fait, on pourrait renoter cette formule comme d grand M sur dt. Et d sur dt, de manière générale, d de grand A sur dx, ça correspond à la dérivée de la grandeur a par rapport à la variable x. Donc ici, c'est la dérivée de m par rapport au temps. Et donc, vous pouvez vous souvenir, considérer au lycée en tout cas, que le bloc d sur dx est inséparable. Vous pouvez pas le couper en deux, il doit rester toujours ensemble. Et donc, on a que la vitesse, c'est dm sur dt. Donc, c'est très pratique, on a la valeur de la vitesse à n'importe quel instant et de manière très précise grâce à ça. Simplement, une fois qu'on a la valeur de la vitesse, donc on a déjà une très bonne information, mais le problème c'est qu'on ne sait pas dans quelle direction est la vitesse. On sait que le système a une vitesse, donc on connaît la valeur numérique de cette vitesse, mais on ne sait pas vers où il va. Donc pour remédier à ce problème, pour avoir encore plus d'informations, ce qu'on fait, c'est que pour avoir la direction, en fait, on ne travaille pas sur des valeurs numériques, mais sur des vecteurs, et c'est comme ça qu'on arrive à récupérer la direction. Et donc, plutôt que de repérer la position d'un objet simplement par un point M, on va la repérer en pratique par le vecteur OM, après avoir introduit un repère dans l'origine et noté O. Et donc à la fin, c'est plus M de t plus dt moins M de t qu'on a, mais c'est OM de t plus dt moins OM de t.
Sauf que maintenant, à droite, on a des vecteurs, et dans les égalités, si on a un vecteur à droite, il faut un vecteur à gauche, et enfin, c'est vecteur égale vecteur, scalaire égale scalaire. Donc maintenant, c'est plus la valeur numérique de la vitesse qu'on a, c'est la vitesse en tant que vecteur. Et donc, maintenant qu'on est passé avec les vecteurs, on a une direction, un sens et une valeur numérique qui sont comprises dans dans ce vecteur v. Et donc, la vraie définition de la vitesse, ça va être ça. Donc c'est que v, le vecteur vitesse, est égal à la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Et de la même manière, on peut faire ce même raisonnement avec l'accélération. On va trouver que l'accélération, c'est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et donc voilà la vraie définition de la vitesse et la vraie définition de l'accélération. En fait, rapidement, on est limité par cette définition de la vitesse moyenne, mais quand on regarde à la vitesse instantanée qui a fait l'objet d'une vidéo précédente, on se rend compte que ça résout pas vraiment le problème, et c'est en passant par cette définition qu'on résout le problème. Et donc, c'est ces définitions-là qui vont être utiles après pour faire les exercices de mécanique et pour appliquer les lois de la mécanique. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.